Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Super Talks, l'émission de DigiSchool qui vous éclaire sur des grands sujets d'orientation. Alors aujourd'hui, on va parler des métiers et des nouveaux métiers du marketing, parce que c'est un domaine d'activité et d'expertise qui évolue, qui bouge, et notamment avec les nouvelles technologies, dont l'IA, dont on va parler aujourd'hui. Et donc c'est avec Romain Pétel qu'on va justement parler des métiers, des nouveaux métiers du marketing. Romain, tu es spécialiste donc du marketing, consultant CRM certifié HubSpot. Tu es également cofondateur de ton agence, de ton entreprise HelpSpot. C'est bien ça, exactement. Et en plus, tu interviens en tant que formateur en marketing digital chez Ascensia Business School. Donc finalement, une super personne pour parler des évolutions des métiers du marketing. Pour commencer cette émission, Romain, est-ce que tu peux nous donner une définition très rapide? C'est quoi le marketing? Définition simple du marketing, en fait déjà c'est une science, c'est un domaine qui vise à accroître la notoriété d'une entreprise et d'accélérer ses ventes, tout simplement. Donc après ça passe par plein de sous-domaines et de sous-disciplines, mais si on devait retenir ça, c'est déjà pas mal. Donc je l'ai dit en introduction, le marketing c'est quand même un domaine qui évolue vite, qui évolue beaucoup. C'est quoi les grandes tendances qui ont pu marquer le marketing et l'évolution du marketing depuis finalement que ça existe? Ouais. Alors, on ne va pas rentrer dans un grand cours d'histoire du marketing. Il y a 5 grandes phases à peu près. Il y avait en gros pendant la guerre et jusqu'à l'après-guerre, aux années 60, c'était un marketing en fait de production. Donc le but c'était d'écouler les stocks. Donc c'était du marketing un peu bourrin quand même, sans grande affinité particulière. Et ensuite, à partir des années 70, on a commencé à réfléchir un petit peu à une notion de segmenter. Donc on a commencé à réfléchir à différents publics, comment toucher ces différents publics. Donc il y a une série qui est pas mal, qui était sur Netflix avant, qui était Mad Men, qui montre un peu les premières réflexions sur des campagnes de pub télé notamment, chez des gros producteurs. Donc on voit les marques d'alcool, cigarettes, etc. À l'époque c'était ça qui dopait le marketing. Et puis, donc après, dans les années 80, on a commencé à réfléchir vraiment à la notion de personnalisation. Donc on a été un peu plus loin que les segments, vraiment à la notion de personne. Puis après, on a vu l'arrivée de l'informatique dans les années 90. Donc c'était les premiers CRM, les premières bases de données. Puis après, l'arrivée massive d'Internet, année 2000. Puis après, les réseaux sociaux dans le courant à peu près, je vulgarise, mais dans les années 2010, qui ont vraiment changé la donne. Où là, en fait, en gros, les consommateurs, les particuliers et entreprises, ils sont passés du rôle en fait de spectateurs à acteurs. Et après, depuis 2020, une vague d'automatisation entre 2010 et 2020. Et puis 2020, en fait, on est arrivé sur les débuts de l'intelligence artificielle. Pas réellement les débuts, parce que ça fait longtemps que ça existe, mais en tout cas, intelligence artificielle générative, grand public. Avec ChatGPT qui est arrivé courant 2021. Et donc, on va voir juste après quel impact, justement, ces nouvelles technologies et notamment l'IA ont sur ces métiers. Mais justement, quand on parle de marketing et de la diversité des métiers qu'on va retrouver dans le marketing, est-ce que tu peux nous expliciter un peu ce qu'on va faire, quel type de poste on peut avoir et notamment les missions qui sont rattachées? Je crois que c'est la question la plus complexe parce qu'en fait, marketing, il faut bien comprendre, c'est très très large. Ça va des études de marché, donc un domaine qui est quand même assez ancien maintenant, jusqu'à maintenant des métiers proches de l'analyse de données et de l'IA. Donc on peut, en fait, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'on va avoir des possibilités qui ne sont pas infinies, mais presque. Donc s'il y avait quelques métiers quand même à retenir, il y a le fameux chargé de marketing ou responsable marketing et communication. C'est un petit peu le poste qu'on retrouve dans toutes les TPE, PME et aussi grands groupes. Et donc lui, sa mission elle va être assez transversale quand même. L'objectif, ça va être de faire gagner en visibilité l'entreprise, comme on l'avait dit, de plus en plus sur des canaux digitaux et participer en fait à l'effort un peu commercial. Et donc, sur ces missions, ça va être très très large, ça va être de réfléchir à la stratégie, mener un plan d'action, surveiller en fait les performances de ce plan d'action et puis optimiser. Donc c'est peut-être le métier qui demande le plus de compétences, à la fois pointues, et puis transversales, et de la prise de recul. Donc c'est le métier quand même qui est le plus intéressant au bout d'un moment pour voir en fait un peu tout, de la rédaction d'articles de blog jusqu'à un plan d'action. Et quand même, dans ces nouveaux métiers,
qui peuvent un peu émerger. Tu parles d'analyse de données, de choses comme ça. Donc on a des métiers, alors ils ne sont pas si nouveaux que ça, mais en fait on avait les fameux data scientists. Donc ça, déjà chez IBM, dans les années 80, ça commençait déjà à arriver, cette notion-là. Aujourd'hui, c'est un peu plus grand public, parce qu'en fait, l'analyse de données, on peut l'avoir avec des outils de manière assez simplifiée. Donc tout le monde connaît un petit peu Google Analytics. Mine de rien, il faut essayer de traduire ces statistiques. C'est pas si évident que ça. Non, c'est pas évident, non. Et de plus en plus maintenant, avec l'intelligence artificielle, on va récolter encore plus de données. Et du coup, l'idée, c'est de pouvoir donner du sens à ces données pour la direction marketing, pour la direction générale. Et donc, on a ces métiers en fait d'analystes qui sont de plus en plus importants. À côté de ça, il y a quand même on disait juste avant l'arrivée d'intelligence générative comme ChatGPT, il faut pouvoir les manipuler, ces outils. Et donc, il y a un métier alors qui n'existe pas réellement, mais on appelle ça les prompteurs. En gros, c'est comment créer en fait les bonnes consignes parfaites pour faire tourner des intelligences artificielles. Donc c'est un métier, je le vois plus comme une compétence qu'un métier à part entière, parce que c'est un métier, on en parlera peut-être à la fin, mais je ne pense pas qu'il restera ce métier. Ça sera une compétence que tout le monde va devoir acquérir pour pouvoir se servir de ces outils-là au quotidien. Donc voilà, et après on a des métiers plutôt dans le visuel, donc web designer, graphiste, tous les métiers autour de la vidéo. Puis on a des métiers autour du rédactionnel, et là le rédactionnel ça a été bousculé par l'IA aussi. On va en parler juste après, mais justement, faire du marketing en 2024, ça reprend un tout petit peu justement ce que tu viens de dire. Faire du marketing en 2024, ça nécessite quoi comme compétence ? Je dirais comprendre les algorithmes, c'est peut-être aujourd'hui l'une des compétences requises très importante, parce qu'en fait, une entreprise qui fait de la communication, elle ne peut pas la faire sans les réseaux sociaux, même si elle vend à d'autres entreprises en B2B, c'est quand même nécessaire. Et du coup, si on ne comprend pas la mécanique des algorithmes et aussi ce que souhaite l'audience, en fait, c'est compliqué d'avoir de la performance, en fait, tout simplement, du résultat. Donc ça, c'est une première qualité, enfin une compétence. Deuxième compétence, on en a parlé avant, donc c'est de pouvoir parler avec l'intelligence artificielle. Et moi, j'aime bien cette notion un peu de compagnon. Donc l'intelligence artificielle, aujourd'hui, il ne remplace pas l'humain, pas du tout. Il est là vraiment en tant que compagnon, et j'ai envie de dire, on pourra obtenir encore plus de quantité, mais aussi de la qualité avec ce compagnon. Donc c'est une compétence indispensable. Et après, je dirais, c'est plutôt un soft skill, mine de rien. C'est en fait essayer de prendre du recul vis-à-vis de tout ça. Parce qu'il y a un bruit ambiant en fait, général, et des nouvelles tendances qui arrivent tout le temps. Et c'est de se dire, finalement, avec tout ça, avec l'IA, avec les données, avec des CRM, du marketing automatisé, parfois du retour un peu des événements physiques, en fait, je fais comment aujourd'hui, au sein d'une entreprise, pour essayer de faire de la com et que ça soit efficace. Donc je dirais une prise de recul, en fait. Et c'est peut-être le plus compliqué aujourd'hui pour des postes un peu transversaux, comme on a cité, chargé de marketing com. Comment, parce que justement c'est quand même le focus de l'émission aujourd'hui, bien comprendre l'impact que justement l'intelligence artificielle va avoir sur les métiers dont tu viens de parler. Comment est-ce que c'est plus donc une aide? Est-ce que c'est quelque chose qui peut faire quand même un peu peur? En quoi justement ça devient complémentaire avec le métier de base? Est-ce que tu peux nous donner des illustrations concrètes comment je vais utiliser l'intelligence artificielle dans mon plan marketing et quelles conséquences ça va pouvoir avoir sur mon métier? Ouais. Alors moi, il y a un exemple que j'aime bien citer parce que je l'ai utilisé pour tester un petit peu ChatGPT au début pour notre agence. C'est la rédaction tout simplement. C'est quand même l'aspect le plus connu de cette intelligence artificielle. Maintenant, on peut faire aussi de l'illustration. Mais en gros, si on veut être présent sur Internet et faire du référencement naturel, il nous faut un blog. C'est encore aujourd'hui un prérequis malgré tout. Et donc, j'avais fait une session avec les étudiants pour justement leur montrer comment avec l'intelligence artificielle on peut en fait déjà réfléchir à des idées d'articles de blog. Donc c'est déjà une première mission qu'on va confier à l'IA et ça évite un peu le syndrome de la page blanche et ça permet déjà de se construire un peu son plan d'action. Bien sûr, en fait, tout ce que va sortir l'IA, il faut une repasse humaine. Pour moi, c'est obligatoire. Derrière, c'est de détailler un plan, donc de générer un plan d'article détaillé. Puis derrière,
chaque partie, d'avoir déjà une première version, un premier jet de rédaction. Puis derrière, pareil, une repasse humaine. Puis peut-être l'utiliser pour générer maintenant une illustration de cet article de blog. Et puis après, refaire une repasse pour optimiser pour le référencement. Donc ça, c'est un exemple assez concret de ce qu'on peut faire au quotidien. Je m'en sers assez régulièrement un peu de cette fonctionnalité. Mais après, j'ai envie de dire, on peut l'utiliser pour rédiger des posts sur les réseaux sociaux, trouver des idées. Ça peut aller assez loin si on arrive à dompter un peu la bête, en fait. C'est un peu ça. Est-ce qu'il n'y a pas quand même le risque, à terme, que ça uniformise justement la com ? Alors, c'est clair que si, en fait, on parle mal, pas dans le sens vulgaire, mais on n'arrive pas bien à communiquer avec cette intelligence artificielle et on n'a pas cette fameuse notion de prompt, même si on peut s'en passer par des consignes un peu plus rédactionnelles, si on n'arrive pas en fait à donner le périmètre en fait de ce que doit faire l'IA, on arrive sur un premier jet qui est assez standard, avec le même lexique, le même jargon, les mêmes fautes de langage, parce qu'on peut voir, on peut détecter par exemple l'IA, il met généralement une majuscule à chaque premier début de mot dans des titres par exemple. Donc c'est assez visible en fait sur les réseaux sociaux. Et donc, il y a un risque en effet de standardisation, uniformisation de tous les contenus et en fait une lassitude. Donc c'est pour ça que derrière, moi je le vois plutôt comme vraiment une aide pour démarrer le travail et ensuite c'est quand même à l'humain de finir le travail. Donc en fait c'est un gain de temps. Si je reprends l'exemple de l'article de blog, avant rédiger un article de blog vraiment de qualité, ça pouvait prendre jusqu'à 2 jours, 2 jours effectifs. 2 fois 8 heures de travail, c'est énorme en fait en termes de temps de travail. Là, avec l'intelligence artificielle, on peut diviser par 2, voire par 3, voire encore plus. Donc c'est vraiment, c'est comme ça que je le vois. Mais en effet, il y a certains risques d'uniformiser si on ne sait pas s'en servir. Et si l'impact, donc là on a parlé un peu de tout ce qui est rédaction, tout ce qui est illustration, parce que c'est vrai que maintenant on peut générer beaucoup de choses créatives aussi via les IA. Si on regarde un peu du côté de l'analyse de données, ça c'est hyper puissant quand même justement pour réussir à bien interpréter des données, donner des orientations, mais est-ce que ça veut dire que derrière c'est les machines qui vont étudier pour nous notre cible, étudier pour nous l'offre la plus adaptée. Est-ce qu'on ne perd pas un petit peu Est-ce qu'il n'y a pas un risque, en tout cas, de perdre un peu ce côté valeur ajoutée, justement ? Ouais, il y avait un. Alors, on redonnera peut-être le nom exact du livre. Il y a un petit livre, enfin plutôt un livre blanc qui avait été publié par quelqu'un spécialiste de l'IA, en plus en français, il y a quelques années, et il montrait en fait le pourcentage de remplacement des métiers, l'échelle de pourcentage qui va être remplacé par l'IA. Donc par exemple, un data scientist ou un data analyst, c'était 60 à 80% de son métier qui était remplacé par l'IA. Un traducteur, c'était 95%. Donc c'était assez intéressant. On redonnera pour les personnes qui regardent. C'est vraiment, même si le livre est un peu daté, vu ce qui s'est passé avec ChatGPT, c'est quand même hyper intéressant. Et en fait, il y a un risque en effet de remplacement de la machine, de remplacement de l'homme par la machine sur certains points, notamment des missions en fait où il y avait pas forcément peu de créativité et des choses en fait qui n'ont pas trop de valeur ajoutée. Je veux dire, analyser des chiffres, tout le monde a ouvert déjà des fichiers Excel et peut-être essayer de faire des graphes et des tableaux croisés dynamiques. En fait, c'est pas très intéressant. Peut-être qu'il y en a qui se passionnent pour ça, mais en tout cas pour le commun des mortels, c'est pas intéressant. Donc je dirais que en fait, ça va pousser l'humain à avoir encore plus de créativité et savoir rebondir sur ce que la machine va donner en termes de tendance. Donc, il y a un risque de remplacement si jamais on ne se forme pas bien et qu'on ne se pousse pas justement à se remettre en cause et remettre en cause nos compétences pour aller de l'avant. Je pense que c'est un peu ça le cœur du truc, c'est de l'auto-remise en cause permanente en fait finalement, et de l'auto-formation aussi sur des métiers de demain. Et donc je trouvais ça intéressant ce que tu as dit tout à l'heure. Tu penses que... Parce que on se demandait en préparant cette émission, est-ce que demain finalement la compétence de base que tout le monde va devoir avoir, c'est justement de savoir rédiger des prompts. Et pour toi, ça semble justement une nouvelle compétence à acquérir bientôt,
parce que tout le monde va utiliser l'IA à différentes échelles. Mais pour autant, il faudra quand même être compétent. Pour moi, ça va devenir une compétence de base, parce qu'en fait, chacun est un peu, entre guillemets, aujourd'hui, si on reprend un peu notre sujet qui est le marketing et la com, chacun est un peu micro-influenceur à sa façon. Toi, tu publies des choses sur LinkedIn, tu publies au nom de l'entreprise, mais aussi en ton nom personnel, moi aussi beaucoup, en tant que consultant. Et en fait, ne serait-ce que nous aider à rédiger des posts ou à avoir des idées d'articles, il va falloir qu'on maîtrise cette compétence de rédiger un prompt pour parler à la machine, en gros. Et pour moi, comme je disais tout à l'heure, c'est peut-être un peu clivant, mais j'en suis persuadé, ça va pas être un métier futur. Tout le monde va devoir le maîtriser. Et en fait, même par la suite, le prompt, ça sera du langage un peu naturel, comme à l'époque, on avait au début Siri, par exemple, l'assistance vocale. En fait, ça va devenir du langage naturel, donc on n'aura plus besoin de faire des prompts très techniques, en fait. C'est un peu l'évolution à chaque fois des technologies. Et comment, justement, la transition est parfaite, comment on se forme, justement, à ces nouveaux métiers, à ces nouvelles tendances? Parce que, et donc, en tant que, justement, intervenant chez Ascensia Business School, là, vous allez former les futurs marketeurs de demain. Sauf que, on le sait, c'est des métiers qui évoluent. Dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, ce ne sera pas forcément les mêmes. Comment, au sein de la pédagogie que vous mettez en place dans l'école, vous arrivez à suffisamment amener cette curiosité auprès de vos étudiants, mais potentiellement sachant que ça va changer, il y aura des nouveaux outils, il y aura des nouveaux usages. Comment ça se passe en termes de formation pour se former au métier du marketing de demain? Alors, moi, je suis plutôt adepte de l'auto-formation, l'auto-apprentissage, la curiosité. C'est comme ça que je me suis formé au marketing digital. En fait, en 30 secondes, mais pour la petite anecdote, quand j'ai fini mon bachelor, l'équivalent du bachelor chez Ascensia il y a quelques années maintenant. Il n'y avait pas c'était l'arrivée du marketing digital en France dans les années 2010, de 2010 à 2012, et il n'y avait pas de master en marketing digital. Il y en avait un à la Défense qui était plutôt pour des chefs d'entreprise avec un droit d'entrée qui était exorbitant, donc je ne pouvais pas me permettre. Et du coup, en fait, j'ai pris un poste pour acquérir de la compétence et je me suis vraiment auto-formé. Donc c'était le début des réseaux sociaux, c'était le début du contenu, etc. Donc je pense qu'il faut être très curieux. Moi, je donne beaucoup en cours de liens vers des sites comme Open Classroom, etc. Il y a plein de plateformes en fait avec du contenu gratuit qui permet aujourd'hui de s'intéresser à des domaines et de se perfectionner sans avoir forcément des compétences de base. Donc je donne ces ressources. Je pense que les ressources annexes aujourd'hui ont peut-être plus d'importance qu'un cours magistral classique. Et puis après, il y a la pratique. Moi, quand j'ai animé le premier module d'intelligence artificielle, quand il est arrivé chez Ascensia Business School, par exemple, ChatGPT est arrivé en même temps. Donc en fait, c'était du live le cours. Chaque semaine, il y avait des nouveaux trucs qui tombaient dans l'actualité. Donc j'étais obligé de m'adapter. Et en fait, je faisais pratiquer. Et je pense qu'en fait, c'est leur faire comprendre aux étudiants finalement c'est quoi la finalité de l'outil et comment s'en servir après. Parce qu'en fait, si on demande de rédiger un article de blog, au début, ils ne comprenaient pas. Je disais, vous allez rédiger un article de blog avec ChatGPT. Et en fait, monsieur, vous allez nous évaluer sur quoi? Et en fait, ils ne comprenaient pas. Et je dis, en fait, ce n'est pas le contenu qui m'intéresse. C'est la méthode que vous allez employer, de découper un petit peu la tâche, de voir les consignes que vous avez mis, et puis de faire un comparatif avec ce que vous auriez pu rédiger. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est pousser au raisonnement. C'est un peu ce que le marketing a toujours fait depuis ses préambules, c'est de pousser en fait les gens, et même les cours en fait, ça pousse au raisonnement personnel en fait, et cette prise de recul qui est nécessaire. Donc je dirais qu'après, sur une réponse un peu plus concrète de pédagogie, je dirais qu'il faut quand même accentuer énormément la pratique. Moins de cours magistral, beaucoup moins. Par exemple, moi, sur 4 heures, je fais 1 heure, 1 heure, 1 heure, 1 heure. Donc, 1 heure de cours magistral où j'essaye un peu d'être quand même interactif. 1 heure on regarde des documents, on essaye de ressortir quelque chose d'une analyse de documents sur divers formats. 1 heure de pratique et puis 1 heure sur autre chose. Ok. Parce que effectivement, il y a quand même besoin d'avoir la base. Le marketing, ça reste une science, tu l'as dit tout à l'heure. La base, mais voilà, la pratique, c'est obligatoire déjà pour se sensibiliser justement à ces nouveaux outils.
à tester plein de choses parce que quand même, il y a des domaines d'application qui sont hyper larges. Mais donc de la pratique. Pour bosser dans le marketing, on est plutôt sur des études courtes ou des études longues? Ouais, je dirais les deux. Je dirais les deux. Bah, moi, je me suis arrêté en fait. Après mon bachelor, j'ai refait une licence à la Sorbonne pour valider mon diplôme. Donc, je me suis finalement arrêté en fait sur un parcours assez en milieu de parcours. Hein. J'ai pas été jusqu'au master. C'est pas pour autant que je me suis pas formé. J'ai été un peu autodidacte. Donc c'est aussi bien par l'expérience en entreprise d'apprendre tout ça parce qu'en fait finalement quand tu es de l'autre côté de la barrière et que tu dois animer un compte entreprise sur LinkedIn dans des métiers en fait où c'est peut-être des métiers très industriels, très classiques, comment tu fais quoi? Il y a le chef d'entreprise, il dit bon bah maintenant ça y est c'est à toi, tu crées le compte et c'est toi qui communiques. Ça demande quand même pas mal de réflexion. Ouais, j'imagine. Et donc je dirais que c'est pas grave si les gens s'arrêtent en fait à des bac+2 ou bac+3, ils peuvent tout à fait en fait apprendre sur le tas et apprendre par tout ce qu'on a cité, les vidéos YouTube, l'e-learning, des livres blancs, il y a énormément de ressources, hein. Je crois qu'il n'y a jamais eu autant de ressources. Ça, c'est clair. Et après, des gens qui vont sur des poursuites d'études un peu plus longues, master, j'ai même croisé des doctorants parmi des formateurs, en fait c'est aussi intéressant d'avoir cet aspect un peu plus peut-être théorique. À un moment donné, il faudra quand même mettre en pratique. Ah bah ça c'est sûr. Mais c'est quand même intéressant de pouvoir nourrir un peu la réflexion un peu plus loin sur de la théorie. Donc je dirais en fait, les deux sont possibles. Moi je vois pas de limite en fait à ça. Ça dépend peut-être du domaine de spécialisation vers lequel on veut tendre, ce qui inciterait peut-être plus à faire une c'est clair qu'aujourd'hui, il n'existe pas des doctorats. Enfin, un doctorant va pas faire une thèse uniquement sur comment animer un compte YouTube, quoi. Enfin, je veux dire, ça va quand même un peu plus loin intellectuellement. Donc, je dirais que sur des choses assez opérationnelles, comme du community management, bac+2, bac+3, ça peut convenir, en fait. Moi, je suis pas partisan de tous à bac+5. Il y avait un article qui était publié dans la presse il y a quelques années qui disait justement le pourcentage de gens qui font de l'étude supérieure jusqu'à bac+5. Ça aussi, ça uniformise un peu les... Et du coup, en fait, on cherche quand même des gens en marketing digital, notamment, qui sont quand même assez opérationnels. Donc, les deux sont pas incompatibles. Il faut quand même, je dirais, au-delà de ce qu'on suit en cours, au-delà de ce qu'on voit en entreprise, faut quand même être un peu curieux et pratiquer tous les jours. Donc ça peut être par des stages, de l'alternance. Ascensia clairement l'alternance. Clairement l'alternance. Je pense que c'est le meilleur moyen pour commencer à se confronter aux problématiques de l'entreprise. Des stages aussi. Parfois il y a des super stages de 3 à 6 mois, etc. Et puis après tout simplement de la curiosité. Donc besoin de théorie, besoin de pratiquer à l'école, mais surtout beaucoup de besoin de terrain, quoi. Ouais, énormément. Et de l'auto-formation, tu nous dis. Oui, parce qu'en fait, je fais peut-être un gros focus sur les réseaux sociaux, mais c'est pas grave parce que tout le monde en parle. Les algorithmes, par exemple, changent tout le temps. Donc en fait, ce que je publiais il y a 1 an et à la cadence que je publiais il y a 1 an, aujourd'hui sur LinkedIn, par exemple, ça marche plus. Plus du tout. Et il y a plein comme ça d'influenceurs que je suivais, professionnels, qui se sont effondrés. Et donc, en fait, ça demande une remise en cause permanente. Et comment on fait justement pour essayer de rester à la page de ça, de pas décrocher, de bien savoir justement comment les algorithmes évoluent, quelles sont les bonnes pratiques, à quel moment il faut justement bien suivre les tendances. Au-delà on parlait un peu de prérequis, d'un background un peu théorique, au-delà des immersions en entreprise, c'est surtout en fait la pratique et le test en fait. En marketing, en fait, le test, ça n'a jamais été aussi vrai. Et en fait, je peux très bien publier un post le lundi qui fait un flop, et puis je le republie. Un jour, j'ai publié, je crois, mon meilleur post qui a fait énormément de vues. Je l'ai publié un samedi après-midi, après le repas, quoi. 14h, 15h. Tu te dis, en fait, les gens, ils sont plus au travail, ils sont en week-end avec leur famille, et pour autant, en fait, le format du post, l'heure, etc. Donc en fait, c'est vraiment du test au quotidien. Et je pense que les gens aussi notamment ont un peu peur de tester. C'est pas trop dans la culture en fait parce qu'on a peut-être plus peur de se tromper. Exactement. Justement. Et c'est moins le cas dans la culture anglo-saxonne en fait. Eux sont très adeptes de ça. C'est eux qui ont inventé l'A/B testing en marketing. Et donc ils testent au quotidien.
et ils voient ce qui marche et ce qui marche pas. Et c'est pas grave. Donc il faut réussir à appliquer ça sur le perso. Oui. Et en même temps... Et pour l'entreprise. Ouais. Ouais. Et pour l'école aussi, parce qu'il y a, par exemple, on parlait de comment mettre en pratique, il y a aussi le BDE, et il y a plein d'autres initiatives. Les étudiants, ils ont aussi des points, ce qu'on appelle des points pop, c'est propre à Ascensia, mais c'est des points justement qui permettent de s'ouvrir sur des initiatives plus personnelles. Et ce genre d'initiative, en fait, ça permet justement une ouverture d'esprit et puis une mise en pratique terrain. Donc, c'est le moment où il faut se bouger, en fait. Il ne faut pas être statique. Quelqu'un qui est statique ou une entreprise statique à l'heure actuelle... On va louper le coche, quoi. Ouais, c'est clair. Donc, si on résume, impact hyper positif des nouvelles techno, parce que justement, c'est une aide, ça permet d'être plus complet, ça permet de donner une impulsion, mais il faut rester à la page, quoi. Il faut clairement rester à la page, il faut faire une veille permanente, il faut tester, il faut être curieux. Je crois que la curiosité, c'est... Enfin, moi, on m'a souvent reproché, je posais pas mal de questions à l'époque. Disons, Romain, vous êtes curieux un peu on dit, tu sais, la curiosité un peu malsaine. Mais en fait, non. Mais en marketing, il faut être curieux. Celui qui... Enfin, même un commercial, s'il ne pose pas de questions, il ne peut pas découvrir l'autre, en fait. C'est impossible. Et donc, il ne peut pas adapter sa stratégie. Donc, il faut être quand même hyper curieux de tout. Et ce qui était vrai il y a 6 mois avec ChatGPT n'est plus vrai aujourd'hui. Donc, il faut suivre. Faut suivre en permanence, quoi, tout ce qui se passe. Eh ben, merci beaucoup, Romain, pour toutes tes réponses, de nous avoir donné une meilleure vision, finalement, de à quoi va ressembler le marketing digital via les IA. On vous donnera toutes les informations pour justement savoir plus sur tous les cursus de formation qui sont proposés à Ascensia. Vous aurez Romain comme intervenant en marketing digital. En attendant, écoutez, j'espère que cette émission vous aura plu, que vous aurez une meilleure idée de justement ce qui peut vous attendre si vous souhaitez vous plonger dans ce domaine-là, qui est très riche. Et si vous êtes curieux, foncez, c'est ce que nous a dit Romain. Et puis on vous retrouve pour de nouvelles émissions très bientôt. Merci Romain. Merci Marie.